Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna. Je voudrais, avec votre permission, appeler notre président, qui est l'orateur de ce jour, M. Enda Diogène Séni, sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Édition d'un nouveau format de ce qu'on peut appeler des rencontres, des conférences, que nous appelons Dimanche du panafricanisme. Les Dimanches du panafricanisme sont un nouveau concept mis en place par notre parti, la Ligue panafricaine Umoja Congo, qui consiste à faire en sorte qu'il y ait des rencontres, des échanges entre le politique et la population sur des thématiques diverses et variées qui peuvent aller à l'économie, la géopolitique, l'histoire. Donc là, c'est la toute première édition. Il était important pour nous de commencer avec tout ce que cela peut comporter comme imperfection, avec évidemment la promesse de nous améliorer. Et ce sont aussi des rendez-vous qui vont se répéter à des périodicités qui vous seront par la suite communiquées, au cours desquelles, de temps à autre, nous allons inviter des acteurs politiques de notre pays, ceux qui veulent bien, pour échanger autour des thématiques qui seront des thématiques d'intérêt. Ce concept a été mis en place parce que nous avons constaté que dans notre pays, il y a de moins en moins d'espace, d'échange, de discussion qui ne soient caporalisés par le pouvoir en place. Même à l'université, il est de moins en moins fréquent qu'il y ait, comme par le passé, des moments d'échange entre la jeunesse et les aînés. Donc nous avons voulu, très modestement, contribuer à combler ce vide en ayant pensé à ce concept Dimanche du panafricanisme. Donc je vais sans plus tarder, nous sommes déjà très en retard, laisser la parole à l'orateur, qui est donc le président de notre parti, M. Enda Diogène Séni, qui va donc intervenir sur le thème suivant, panafricanisme et géopolitique des coups d'État. M. Séni, nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Je vous remercie d'être venu, d'avoir pris sur votre temps du dimanche pour venir échanger avec nous. Je voulais remercier particulièrement les responsables des partis qui sont là, qui sont à notre gauche. Je pense au Parti Renaissance, à l'UPC, au PAP et d'autres partis peut-être qui sont là mais je ne l'ai pas vu. Il y a CJ3M qui devait être là et d'autres, je m'excuse si j'ai oublié les noms. Alors donc, comme l'a dit la modératrice, donc cette journée est consacrée à inaugurer un format que nous allons, j'espère, continuer à entretenir, qui consiste à organiser le débat. Parce que le débat est très important dans une démocratie. Nous sommes donc amenés normalement à renouveler l'essai. L'idée, c'est de prendre le temps de discuter sur le fond, parce que vous connaissez bien dans notre pays, le débat politique est très caricatural. Quand vous avez une opinion qui ne plaît pas à l'autre, systématiquement, on vous caricature, alors que sur un temps long, on peut avoir des points d'accord, des points de divergence, et c'est très dommage, justement, de réduire, justement, les opinions de façon si simplificatrice. Donc, nous allons essayer de prendre le temps pour débattre aujourd'hui. Alors, je voudrais, avant de commencer, dire un mot, en particulier aux jeunes, parce que nous avons organisé le soutien au Mali il n'y a pas très longtemps. Nous avons fait un meeting en salle, juste à côté, à l'aumônerie, il y a quelques semaines, en soutien au Mali. Il y avait d'autres partis qui étaient venus également. Aujourd'hui, le Mali continue à se battre, tout le monde suit un peu l'actualité.
Mais je voudrais insister sur une chose. En ce moment où nous parlons, il y a des jeunes Africains qui sont partis de Dakar, qui n'acceptent pas les sanctions qui sont imposées au Mali, qui vont à pied de Dakar jusqu'à Bamako, je pense qu'ils vont arriver demain, qui disent devant les caméras, puisqu'ils sont filmés au fur et à mesure, qui disent devant les caméras que eux n'acceptent pas les frontières qui nous sont imposées. C'est un message très important à nos aînés qui ont depuis longtemps un peu tourné le dos au combat du panafricanisme. Et parmi ces jeunes, puisque nous sommes à Brazzaville, je dois le dire, il y a des Congolais. Il y a des Congolais. Alors vous savez bien, la musique qui est dite au sujet des jeunes. Les jeunes Africains sont toujours à la recherche de l'argent, ne peuvent pas s'engager correctement, sans être motivés, en tout cas intéressés. Et ça, c'est un bel exemple. J'ai noté que parmi ces jeunes-là, il y a des Congolais et nous devons en être fiers. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, je pense que ça va arriver en Afrique centrale. Il n'y a aucune raison. Nous avons globalement les mêmes problèmes, nous avons les mêmes structurations de société. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas en Afrique centrale. Donc il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Donc pour en venir à notre sujet du jour, donc le thème principal pour nous, c'est le panafricanisme. Je crois que vous l'avez compris, notre parti milite autour du panafricanisme. Or, le panafricanisme, des fois, est très simplifié également. C'est un grand concept. Le panafricanisme regorge en son sein pratiquement tous les domaines de la société. La sociologie, l'histoire, la philosophie, l'économie, la culture, etc., etc. Et donc, ça nécessite des explications. C'est pour cela que nous avons pris cet engagement de pouvoir organiser ce genre de choses. Effectivement, ce n'est pas le seul dispositif. Nous avons des dispositifs dans le parti. Effectivement, tout le monde n'est pas membre de notre parti. On va vous y obliger. Donc, ce dispositif est beaucoup plus ouvert. Donc, ça permet à ceux qui ne sont pas du parti, effectivement, de venir participer au débat et nous aider aussi. Parce qu'il faut, dans cet échange, nous permettre, nous aussi, de sortir un peu de nos œillères du parti. Alors, donc, le thème, lui, il est donc panafricanisme et géopolitique des coups d'État. Il y a une actualité qui passe en ce moment, c'est le Mali. L'Ukraine et la Russie sont venus un peu, en quelque sorte, s'ajouter, mais ça rejoint à peu près les mêmes choses. C'est autour de la géopolitique, en gros. Et donc, c'est pour cela que nous l'avons intitulé comme ça, en disant que, effectivement, c'est des thèmes très importants, mais l'actualité nous aide aussi, puisqu'il y a ces deux actualités qui sont là. Donc, je vais vous présenter rapidement la structure de cette intervention, cet exposé. Il sera donc en deux parties. Il y a donc panafricanisme et géopolitique, et il y a panafricanisme et les coups d'État. Donc, il y a deux parties que nous allons voir ensemble. Alors, la première partie, on va commencer rapidement par le voir. La première partie, donc, le panafricanisme et, je veux dire, géopolitique au pluriel, donc les géopolitiques. Nous avons trois parties. On va essayer de définir un peu le panafricanisme. Je rappelle que ce n'est pas une séance sur le panafricanisme exclusivement, parce qu'on peut en faire. Le panafricanisme en soi, c'est déjà un thème assez important. Mais là, le panafricanisme est couplé à la géopolitique. Donc, on va faire un peu attention à ce qu'on ne puisse pas noyer la géopolitique dans le panafricanisme. On va essayer de faire l'équilibre entre les deux. Ensuite, on va définir la géopolitique aussi, puisque la géopolitique est importante, on va aussi la définir. Et puis après, on va parler des traditions géopolitiques occidentales. C'est de cela qu'il s'agit, sauf si on ne veut pas voir la réalité. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et en Russie, ce sont en tout cas les géopolitiques occidentales qui s'affrontent en quelque sorte. Et donc, voilà la troisième partie. Pour commencer, pour définir la géopolitique, on va commencer par le panafricanisme. Alors, on va définir le panafricanisme. Alors, je dirais que le panafricanisme, comme vous voyez ici, je vous ai proposé une image. Ça, c'est le commerce, en tout cas, le crime. Ce n'est pas un commerce, c'est le crime de la traite négrière, que tout le monde connaît. Et cette image, je l'ai évidemment prise sur le site de l'ONU. Et je voudrais juste insister pour dire que, aux jeunes ou aux étudiants qui sont là, j'ai essayé à chaque fois de vous mettre des sources, si vous êtes intéressés par le PowerPoint, pour que vous puissiez l'exploiter après, pas qu'aux jeunes ou aux étudiants, tous ceux qui sont intéressés bien entendu. Donc j'ai essayé de faire un travail assez propre. Donc vous avez à chaque fois les sources et des images et des données. Alors donc, on ne peut pas définir le panafricanisme sans parler de la traite négrière. C'est pas possible. Si, jusqu'ici, vous avez tourné le dos à la traite négrière, en tout cas à ce crime qu'est la traite négrière, il faut revenir dessus rapidement. Parce que c'est la traite négrière qui va vous expliquer, en tout cas qui va vous faire comprendre les fondements du panafricanisme. Alors vous voyez bien que ici,
notre continent, hein, par rapport aux flux qui sont autour de l'Afrique, ces flux sont souvent extérieurs, pour la plupart. C'est-à-dire que ça vient du continent et ça sort. Principalement, ça va vers les Amériques, donc ce qu'on appelle le Nouveau Monde, évidemment les États-Unis aussi, mais ça va un peu partout. C'est-à-dire que la traite négrière a consisté en particulier à ponctionner, comme vous le savez, les Africains de leur continent par des méthodes assez barbares, comme vous connaissez, la razzia, etc., pour sortir les Africains, aller en faire évidemment des bêtes de travail, un peu partout. C'est pas que l'Occident. Vous voyez bien qu'en dehors de l'Amérique, puisque l'Occident a concentré la ponction par cette partie du globe, mais les Africains sont aussi là, dans tout le Moyen-Orient. Donc il y a d'abord eu un esclavage arabo-musulman, avant les Occidentaux. Et donc il faut bien comprendre que le départ forcé de nos compatriotes en dehors du continent a suscité quelque chose. A suscité quelque chose parce que ce n'était pas un départ voulu. Et donc il y a eu des résistances. Alors, donc, le panafricanisme commence déjà par ces résistances-là. Parce que ici, vous avez vos ancêtres qui ont été rasiés, bien entendu, et qui sont partis dans ces endroits hein, pour aller être esclaves. Mais ils ont rencontré d'autres ancêtres africains, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, en tout cas c'est toute l'Afrique. Et donc, ils ont dû créer les conditions de la résistance. Nous sommes d'accord que si vous êtes l'objet d'une captation, vous allez résister. Donc le fait de refuser l'esclavage, c'est déjà cette volonté d'avoir sa souveraineté. De dire je ne veux pas. Et le panafricanisme commence déjà par là. Ensuite, au-delà de ces résistances, vous avez aussi, j'ai mis au tableau le Yovoda. Ça veut dire quoi le Yovoda? Le Yovoda, c'est dans la langue des Africains du Golfe de Guinée. Vous savez que l'un des éléments les plus importants chez un être humain, c'est la perte de la capacité de se nommer soi-même. Quand vous ne pouvez plus dire « j'ai mal au pied », que je suis heureux, si c'est quelqu'un d'autre qui se charge de nommer vos sens, vos sentiments, vous avez perdu tout ce qu'il vous reste. C'est pour cela que le monde juif, par exemple, a décidé par lui-même de nommer le crime qui lui a été, qu'il avait subi, c'est-à-dire la Shoah. Vous pouvez dire ça en français comme vous voulez. Chez les Juifs, il n'y a pas un mot le plus fort qui rend compte de ce que c'est que le crime qu'ils ont subi. Et donc, les Africains aussi, dans cette partie du Golfe de Guinée, ils avaient des mots pour nommer le crime qui leur était frappé. Donc, le Yovoda veut dire Yovo, c'est dans une langue au Bénin, Yovo veut dire blanc, le Da veut dire souffrir, cruauté, etc., etc. Ça veut dire que l'esclavage était nommé par nous-mêmes comme étant le crime de l'homme blanc. C'est ainsi que les Africains nommaient l'esclavage. Donc si vous ne savez pas nommer l'esclavage vous-même, enfin en tout cas, si vous ne savez pas nommer ce que vous vivez, vous avez perdu complètement votre souveraineté. Donc c'est très important de noter que nous avons une façon à nous de nommer l'esclavage. Et je pense que dans toutes les sociétés africaines, si vous faites des recherches, dans nos langues, les gens savaient, en tout cas, nommer ce qu'ils vivaient comme souffrance, puisqu'ils ne parlaient pas le français ni l'anglais, ce qui est tout à fait évident. Ensuite, la solidarité. La solidarité aussi est une composante importante du panafricanisme. C'est-à-dire que dans cette tragédie, dans les cales de bateaux, dans les plantations où ils étaient frappés tous les jours, ils ont développé de la solidarité. Le panafricanisme ne peut pas se dissocier de la solidarité. Je dis ça parce que dans le concept économique du panafricanisme, on a souvent des personnes qui vous disent « moi je suis néolibéral extrême et je suis panafricaniste ». C'est vrai, mais s'il n'y a pas une dose de solidarité, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que toutes les idéologies ont des bases culturelles. Hein. Le néolibéralisme est lié à des conceptions individualistes. Je ne dis pas individuelles, mais individualistes de la société. C'est-à-dire même, ça va jusqu'à ce qu'on peut appeler de l'égoïsme. D'ailleurs, certains économistes de renom ont statué autour de l'égoïsme comme étant pensée nécessaire économique. Et parce que si on est égoïste, on connaît ses intérêts, et si on fait la somme des égoïsmes de tout un chacun, on arrive à l'intérêt général. Ah non, l'intérêt général n'est pas égal à la somme des intérêts individuels, c'est pas vrai. Donc, c'est très important de partir de ce fondement pour comprendre pourquoi
il y a la solidarité dans le panafricanisme. Mais ça fait aussi écho, parce que ces populations sont parties du continent africain. Nous avons des bases assez collectives, ou collectivistes si vous voulez. Et ça c'est avant que le marxisme n'arrive en Afrique. Puisque des fois, ceux qui sont anti-marxistes, quand vous parlez de la solidarité, ah non, 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 c'est pas possible. Ah mais non, nous avons une base culturelle très importante au niveau de la solidarité. Chacun de nous le sait ici. Quand vous allez chez un oncle, chez une tante, on ne vous a pas payé le transport pour rentrer chez vous, vous boudez. Comme c'était un droit naturel. Pourquoi? Parce que nous avons cette conception de la solidarité qui devient un droit quelque part. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Évidemment, il y a des dimensions perverses. Certaines personnes, aujourd'hui, arrivent des fois à pervertir tout ça, et donc ça perd son sens fondamental. Alors, le panafricanisme aujourd'hui, enfin, aussi, c'est, ici vous avez ce qu'on appelle le goka, le condomblé, la rumba, le jazz, le créole. Tout ça, ce sont des expressions africaines que ces populations ont gardées. Donc, ce qu'on appelle l'œcumène africain, c'est-à-dire tout l'espace. Ici, vous avez les afro-descendants, partout ici. Si vous y allez, quand vous avez des communautés africaines, si vous êtes au Congo, je ne sais pas moi, si vous êtes de l'Angola, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, enfin, toutes les populations africaines se retrouvent quelque part. Lorsque vous voyez les afro-descendants parler dans leur façon de faire. Ceux qui ont vécu à l'extérieur du continent, même en Occident, quand nous rencontrons nos frères antillais, on sait bien que nous avons des bases communes. Évidemment, il y a l'aliénation qui est passée par là, certains refusent. Nous-mêmes aussi, nous sommes aliénés des fois. Donc, le panafricanisme, c'est tout à fait vivant. On vous parle de ces moments d'esclavage, mais ces moments d'esclavage ont continué, ont survécu. Et nous sommes aujourd'hui en train de le faire revivre en quelque sorte. Je continue en disant que là, nous avons une deuxième image. D'accord? Alors, cette deuxième image fait plutôt écho à ce qu'on peut appeler la diaspora africaine. Le panafricanisme peut se concevoir sans l'extérieur du continent africain, qui est donc sa diaspora. Je rappelle que l'UA, même si l'UA a ses imperfections, l'UA a consacré la diaspora africaine comme la 6e région. Ça, c'est dans les textes. Tout ce qui est bon à prendre, on peut prendre, même si on n'est pas d'accord avec certaines dispositions de l'UA. Alors, le panafricanisme est parti de la résistance, comme j'ai dit tout à l'heure, à une conceptualisation. C'est pour cela qu'on parle d'idéologie et de doctrine, en quelque sorte. C'est-à-dire que, après que les Africains qui ont été déportés ont fait de la résistance, après ce qu'on appelle les abolitions, je rappelle que les abolitions, c'est d'abord la conséquence de la résistance des Africains dans ces territoires-là. Donc on attribue ça à telle personnalité européenne, à telle personnalité, etc. Mais c'est d'abord les Africains dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre, qui ont résisté. D'ailleurs, vous avez au Brésil des sociétés à part entière qui ont été créées par ces Africains. Par exemple, qu'on appelle les nègres marrons, qui ont créé des sociétés à part entière au Brésil. À Bahia, si vous allez, les Africains de là-bas vivent comme en Afrique. En tout cas, de façon culturelle comme ici. Et donc, dans la conceptualisation du panafricanisme, il y a eu des personnalités. Donc, nous sommes en 1900, début 1900, en juillet 1900. C'est la première conférence du panafricanisme à Londres. Alors, c'est un Trinidadien, un avocat. C'est un avocat trinidadien qui s'appelle Henry Sylvester Williams, qui était à Londres, qui a décidé avec ses camarades de faire une conférence panafricaine. Voilà d'où, pour la première fois, on commence à utiliser le panafricanisme de façon un peu plus conceptuelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez donc des résistances dans les cales de bateaux, des sociétés reculées qui vivent, on va dire, en solidarité au Brésil, en Jamaïque, etc., etc. Et là, vous avez des Africains, en tout cas des afro-descendants, qui se retrouvent en Occident et qui vont s'organiser pour commencer à dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre de plus dans ce panafricanisme, qui n'est que pour l'instant solidarité, etc., etc. Je rappelle qu'en 1900, quel est l'état de l'Afrique noire en général? Eux, ils ont un peu de liberté, mais quelle est notre situation ici sur le continent? Ben, en fait, nous sommes dans ce qu'on appelle la finalisation de la phase de la pénétration coloniale. Je rappelle que la colonisation a plusieurs phases. Il y a d'abord la phase de la pénétration, où on vient donc conquérir les terres, puisque chez nous, on a consacré quelqu'un qui s'appelle De Brazza comme humaniste. Je rappelle juste que De Brazza, c'est un aventurier, comme Stanley, etc., etc. Et il y a des écrits de Brazza où il écrit lui-même de ses mains pour donner l'ordre d'assassiner les résistants congolais. Witambongo, c'est documenté. Hein? Donc, De Brazza chez nous, effectivement, c'est 1800, début 1880 à peu près. Donc, quand on est en 1900, il n'y a aucune souveraineté sur le continent ici.
nous sommes tous déjà espaces sous influence française, anglaise, etc., etc. Et la conférence de Berlin a déjà eu lieu en 1885. Donc eux, les Henry Sylvester Williams, à ce moment-là, en Europe, ils savent que leurs frères du continent africain sont sous occupation. Ils ont commencé à avoir un peu de liberté. Donc ils vont organiser le panafricanisme comme étant un moyen de donner de la voix à ce continent qui ne parle pas, puisqu'il est sous domination des puissances coloniales qui commencent effectivement la colonisation. Donc Henry Sylvester Williams est donc une figure très importante. C'est un avocat trinidadien, et d'ailleurs à Londres, il passait son temps à défendre les droits des chefs coutumiers de l'Afrique australe, qui voyaient leur terre partir. Hein. Je pense en particulier à Bowers, monsieur Bowers. Alors Bowers, pardon, monsieur Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'est ce qu'on appelle la Rhodésie. La Rhodésie, ça vient d'un Anglais qui a donc accaparé les terres de l'Afrique australe de la façon la plus barbare. Il était armé. Et donc, ces chefs coutumiers à ce moment-là se sont plaints auprès de la couronne britannique. Henry Sylvester Williams, depuis Londres, voulait défendre leurs droits. Donc, le panafricanisme, je le rappelle encore, on a parlé de la solidarité, de la défense des droits humains, etc., etc. Donc, tout ce qu'on entend autour du panafricanisme, des fois, on se pose la question, mais c'est de quel panafricanisme il s'agit? Ensuite, les États-Unis d'Afrique. Parce que les Henry Sylvester Williams ne parlent pas encore des États-Unis d'Afrique. Mais l'idée commence à venir. L'idée des États-Unis d'Afrique commence à venir petit à petit. Parce que leur souci premier, c'est de retrouver tous les Noirs du monde. Parce qu'en 1900, nous sommes déjà, je crois que vous avez vu l'image tout à l'heure, on nous avait déjà éparpillés dans plusieurs parties du monde. Donc en 1900, effectivement, notre condition est compliquée dans le monde. Et donc, il y a déjà cette idée de rassembler politiquement tous les Africains. Évidemment, c'est vraiment une utopie. Vous vous rendez compte? Ils sont quelques-uns qui ont un peu de liberté et tout le continent est sous occupation. Mais ils rêvent déjà à quelque chose de politique pour rassembler tous ces gens-là. Alors ensuite, les États-Unis d'Afrique, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais cette idée est une idée révolutionnaire, est une idée qui va révolutionner la géopolitique. Parce que je rappelle que il y a au moins 195 États au monde. Si nous faisons les États-Unis d'Afrique, nous allons rassembler à peu près le tiers du monde. C'est un bouleversement géopolitique fondamental. Ça veut dire que les puissances qui vivent de nos matières premières, etc., ne pourront plus le faire. Parce que, attention, les puissances que vous voyez ne sont pas nées comme ça. Elles se sont construites. Et notre attitude leur permet de maintenir cette position de puissance, justement. Et donc, les États-Unis d'Afrique, c'est combattu. Quand vous entendez, par exemple, aujourd'hui, dans la presse, notamment la presse française, quand on vous dit « Ah, ce sont les panafricanistes du Mali, les radicaux, etc. » Vous arrêtez aux radicaux. Mais eux, ils savent ce que veut dire le panafricanisme. Ils savent que si ce panafricanisme va jusqu'au bout, ben c'est la fin de leur hégémonie, justement. Donc, il faut bien mettre déjà à l'esprit cette idée que le panafricanisme commence à se structurer à ce moment-là. Alors, donc, là, vous avez Henry Sylvester Williams, hein, qui est donc cet avocat trinidadien à qui nous devons cette volonté de conceptualiser le panafricanisme. Vous avez Marcus Garvey qui vient plus tard. Marcus Garvey, il va venir aussi révolutionner le panafricanisme. C'est en tout cas un combattant génial qui a fait vibrer l'idée du panafricanisme chez tous les Noirs du monde entier. Et vous avez après Du Bois. Du Bois prendra la suite puisque Williams est mort tôt. Hein, vous avez vu ici 1911. D'accord? Du Bois prendra la suite. Marcus Garvey, Henry Sylvester Williams et Marcus Garvey mourront vite, enfin tôt. Mais Du Bois va vivre jusqu'à peu près la veille des indépendances africaines. Il est mort ghanéen. Il a passé le flambeau à Kwame Nkrumah au dernier congrès de 1945 à Manchester. Donc, sur le panafricanisme, je voulais faire cette petite introduction. On reviendra peut-être dans les échanges. On va passer donc à la définition de la géopolitique. La géopolitique, je commencerai puisque nous sommes en temps de guerre en ce moment. Il y a l'Ukraine, il y a le Mali, etc. Il y a cette réflexion du général théoricien prussien Karl Clausewitz, qui dit « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Quand il y a la guerre, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à faire de la politique. Au contraire, quand il y a la guerre, il faut continuer à se battre pour trouver les solutions. C'est ce qu'il veut dire en substance. Puisque quand il y a la guerre, effectivement, on voit des gens baisser les bras, considérer que c'est fini. Non, c'est la politique qui continue. Ça veut dire qu'il y a eu des échecs qui ont conduit à cette guerre. Il faut trouver les moyens
d'y mettre fin. C'est une pensée fondamentale. Alors, pour revenir à la géopolitique, aujourd'hui, tout le monde met tout dans la géopolitique. C'est comme le mot valise. C'est-à-dire que c'est un mot magique. Tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est de la géopolitique. Les choses sont comme c'est de la géopolitique. Mais quand même, tout n'est pas de la géopolitique. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa réalité. Nous devons faire l'effort, je dis ça aux panafricanistes, d'être un peu rigoureux quand nous parlons, quand nous développons des concepts. Tout n'est pas géopolitique, il faut faire attention. Il y a bien des choses qui relèvent de grand banditisme qui n'a rien à voir avec la géopolitique. Donc, il faut faire attention avec ça. Deuxième chose, il faut savoir que la géopolitique, tout le monde dit aujourd'hui géopolitique, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle était considérée comme une science maudite, une science nazie. On ne voulait plus enseigner la géopolitique, parce qu'on expliquait que la géopolitique, c'est cette science qui a donné à Hitler ses prétextes pour mettre en application ses ambitions délirantes. C'est ça la géopolitique. Mais c'est une grosse hypocrisie. Il faut juste dire que la géopolitique d'Hitler avait mis en échec la géopolitique des autres. C'est tout. Tout le monde fait comme Hitler. Tout le monde veut dominer. Au moment où Hitler a fait ses crimes, mais toutes les autres puissances faisaient des crimes également. Sauf que nous autres, qui subissions la colonisation, nous n'avions pas la voix. Hitler a bien fait pire, mais il y a eu aussi du pire sur le continent à ce moment-là, par des puissances qui combattaient Hitler. Donc, la géopolitique, voilà son histoire un peu. Alors, on va aller un peu plus loin. La géopolitique, on va dire que c'est la relation entre l'espace, je mets l'homme, mais j'irai un peu plus loin tout à l'heure. L'homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si on ne parlait pas de la géopolitique il y a 2, 3, 4, 5 siècles, comme géopolitique conçue en quelque sorte, mais la géopolitique a toujours existé d'une manière ou d'une autre. Entre le sédentaire et le nomade, la conception de l'espace n'est pas le même. Hein? Entre le paysan, le citadin, le producteur, le marchand, le terrien, le marin, c'est pas la même chose. Et donc, d'où, quand il y a confrontation, c'est parce qu'on n'a pas la même conception des mêmes espaces que nous partageons sur Terre. Et quand ce sont des sociétés humaines à la base, des petites sociétés, des tribus, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand ça devient des États, ça pose problème. Donc, l'évolution de la géopolitique, c'est lorsqu'on arrive à des États. Alors, ce terme géopolitique lui-même, comment il est conçu? Enfin, qui l'a dit la première fois, puisque j'ai rendu hommage à Henri Sylvester Williams, on peut rendre aussi hommage à Rudolf Kejler. C'est un Suédois, professeur suédois. C'est lui, justement, qui a conçu ce néologisme qu'on appelle géopolitique. Puisqu'il n'y a pas un mot géopolitique à la base. Hein? Il y a deux mots, en fait. Il y a la géographie et la politique. C'est Kejler qui est le premier à avoir conçu ce terme de géopolitique. Et lui, dans sa définition, il considérait les États comme des organismes au même titre qu'un fleuve, un espace, un territoire. Ça, c'est sa conception à lui. Mais on peut dire aussi qu'un État fait la politique de sa géographie. Ça, c'est Napoléon. Mais Napoléon n'a pas étudié la géopolitique. Il pratiquait la géopolitique de façon barbare, mais il le faisait. Il définissait sa démarche comme étant le fait que votre géographie vous conduit à avoir une politique donnée. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans maîtriser la géographie. Votre propre géographie d'abord, puisqu'elle va vous imposer des contraintes auxquelles vous devez faire attention avant de vous déployer à l'extérieur de vos frontières. Si vous êtes un pays, entre guillemets, enclavé, vous n'allez pas faire la même géopolitique. Si vous êtes un pays qui est un pays insulaire, vous n'allez pas faire la même géopolitique. On verra tout à l'heure ce qu'on appelle les géopolitiques de la mer, la géopolitique continentale, etc., etc. Alors, maintenant, il y a quelque chose d'inavoué dans la géopolitique. On dit, oui, la géopolitique, quand vous lisez un peu les documents des savants, ils disent la géopolitique, ce sont des interrogations entre l'impact, enfin, on veut comprendre l'impact que les données spatiales ont sur la politique. Mais ça, c'est des façons savantes de parler. Mais en réalité, la géopolitique, c'est la recherche de la puissance aujourd'hui. C'est ça. C'est ce qu'on a reproché à Hitler. C'est ce que les autres faisaient aussi. Donc, la géopolitique, au fond, a un objectif inavoué, c'est la recherche de la puissance. C'est le but de la géopolitique. Alors, si vous l'ignorez, vous allez être confronté aux autres, bien sûr, puisque eux, ils vont le faire. Ensuite, j'ai mis ici une définition. Si vous avez le slide après, vous pouvez continuer avec ça. Donc, je poursuis. Alors, je vais passer donc aux traditions géopolitiques occidentales. Les traditions géopolitiques occidentales, pourquoi? Parce que nous entendons tout aujourd'hui sur l'Ukraine, sur la Russie. Mais ce que vous entendez, ce que nous entendons tous, ce sont des conséquences des traditions.
et ces traditions sont toujours là. Et si on n'a pas maîtrisé ces traditions, on ne comprend pas des fois certaines positions. Des fois, vous avez compris quelque chose, après vous ne comprenez plus rien. Pourquoi? Parce qu'il manque la base. Et les Européens sont, en tout cas les Occidentaux, sont toujours en train de dérouler leur base géopolitique. Évidemment, avec la révolution de l'atome et du missile. Quand je dis l'atome et du missile, vous avez compris, c'est bien le nucléaire. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Il semble que s'il n'y avait pas le nucléaire, l'Europe serait déjà en vraie déflagration en ce moment. C'est juste parce que Poutine a le nucléaire, que tout le monde se retient. Évidemment, c'est l'arme de la terreur. Donc, les Occidentaux savent pourquoi ils ne peuvent pas attaquer Poutine, et Poutine sait pourquoi il attaque. Et attention, c'est pas rien du tout. Il n'est pas question de donner du tort à Poutine, ou bien de raison je ne sais pas à qui. Simplement, il y a des traditions géopolitiques qui sont en train de s'appliquer, parce qu'il y a d'abord la géographie. Même s'il y a l'atome pour la puissance de destruction, c'est ça? Et il y a le missile pour la vitesse de destruction, mais il y a quand même la géographie. On n'a pas bougé de la Russie, hein. La Russie est au même endroit, la France est toujours là, l'Angleterre est toujours là, etc., etc. Donc cette donnée de la géographie est fondamentale, avant tout. Effectivement, il y a des évolutions. Donc les Occidentaux, ils ont les mêmes traditions géopolitiques jusqu'aujourd'hui, ils font simplement ce qu'on appelle leur aggiornamento, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent au contexte. Quand il y a eu la révolution industrielle, ils se sont adaptés. Quand il y a eu la révolution numérique, ils se sont adaptés. Quand il y a eu évidemment la révolution de l'atome et du missile, ils se sont adaptés, etc., etc. Donc, il faut tenir compte de cette donnée fondamentale qui va permettre justement de comprendre certains enjeux qu'on ne voit pas. J'ai donc voulu expliquer cette tradition en utilisant un auteur panafricaniste de base, puisque nous parlons du panafricanisme, j'en profite pour donner quelques références. Nous avons ici Cheikh Anta Diop, avec son livre fondamental qui s'appelle Nation d'agriculture. Donc il nous explique pourquoi est-ce que, quand on dit modernisme, ça ne veut pas dire qu'on efface le passé. Non. Cheikh Anta Diop va faire ce livre. Ce livre veut dire quoi? Il est physicien, il a fait de la physique nucléaire, il est philosophe, il est historien, il est linguiste, mais attention, il est linguiste, la linguistique comparée historique, c'est-à-dire qu'il lit lui-même les hiéroglyphes, il lit les anciennes langues. Donc sa thèse, c'est de mobiliser toutes ces sciences pour démontrer au panthéon de la philosophie, comme les Hegel et les autres, que, attention, l'Afrique a une mémoire, l'Afrique a une histoire, l'Afrique a une âme. Et d'ailleurs, les Égyptiens étaient des Africains. Les pyramides étaient conçues par des Africains. La philosophie, les mathématiques, etc., etc. Bon, donc on peut considérer que c'est le choc. Nous sommes en pleine colonisation, plein Africain nègre, à Paris, devant ces enseignants, puissent démontrer, donc renverser en quelque sorte, les idées qui dominaient à l'époque. On va refuser à Diop la soutenance de sa thèse. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que Diop a eu la meilleure tribune de sa thèse. Alors que s'il avait fait sa thèse à Paris, à la Sorbonne, il aurait été en face de 2-3 personnes, en réalité. Mais sa thèse a été soutenue devant un parterre de tous les meilleurs spécialistes du monde en 1974 à l'UNESCO, au Caire, à l'occasion de la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, où on l'a invité pour venir participer à l'équipe de rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique. Il a refusé. Il a dit à l'UNESCO, oui, je veux bien venir, mais c'est l'occasion, parce que si je viens, je vais écrire ce que j'ai dit et que la Sorbonne avait rejeté. Je veux bien venir, mais je souhaite que ma thèse soit débattue. Et l'UNESCO, donc plus que la Sorbonne, va réunir la plupart des spécialistes de l'égyptologie de l'époque, les meilleurs, à ce moment-là, pour leur demander de discuter avec Cheikh Anta Diop et de voir si les thèses de Cheikh Anta Diop. Alors évidemment, on n'est plus dans le monde franco-français, puisqu'il y a là des Japonais, il y a là des Chinois, etc., etc. Et donc, il était assisté par un Congolais, qui malheureusement ne le fait pas ici à Brazzaville, c'est le professeur Théophile Obenga, qui était l'assistant de Cheikh Anta Diop à ce moment-là. Et ils ont démontré devant tout le monde, sur la base de cette thèse, que l'Égypte était nègre, que la philosophie égyptienne était africaine. Ils ont démontré par la linguistique, par la philosophie, par les mathématiques, etc., etc. Et donc, j'en ai profité pour parler un peu de Cheikh Anta Diop, parce que Diop, c'est une pensée fondamentale. Et je pense, pour les intellectuels africains, en tout cas pour ceux qui ont un peu d'instruction, ne pas avoir lu Cheikh Anta Diop, c'est comme un Européen qui n'a jamais écouté parler de Platon. C'est très important. Donc, Diop nous explique ici justement le modernisme. Il dit donc, il faut vous intéresser aux traditions. C'est pourquoi on va s'intéresser aux traditions géopolitiques occidentales pour qu'on ait un autre son de cloche, pas la même chose qu'on écoute tout le temps à la radio. Alors donc on passe. Voilà les 3 traditions géopolitiques occidentales. J'ai indexé là 3 traditions. Les géopolitiques de la mer, il y a l'Angleterre, les États-Unis, le Japon. La géopolitique continentale, je suis désolé, il manque un S ici. Ce sont les géopolitiques continentales, ou de la forteresse,
il y a l'Allemagne, il y a la Russie, et il y a... Alors là, j'ai mis bien sur CNV parce que je n'ai mis que le cas de la France. Mais normalement, dans la géopolitique de la défaite, il n'y a pas que la France. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, etc. Donc on va essayer de comprendre ces trois traditions géopolitiques et vous comprendrez aussi pourquoi certaines puissances occidentales prennent certaines positions aujourd'hui qui ne sont pas toujours avouées, puisque ça répond à ces traditions géopolitiques. On va prendre la première géopolitique, les géopolitiques de la mer. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'Angleterre, il y a le Japon, il y a les États-Unis qui sont concernés par ça. Alors pour des classiques toujours, hein, puisque c'est aussi un moment de partage. Donc pour ceux qui seraient intéressés, j'ai pris ici 3 classiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux géopoliticiens qui traitent de ces questions, mais ce sont des classiques concernant la géopolitique les géopolitiques de la mer. Vous avez donc l'amiral Mahon, vous avez le géographe Mackinder, vous avez le politologue Speakman. Donc voilà, les 3 qui sont là sont donc ces personnes, en tout cas leurs ouvrages peuvent vous intéresser dans ce sens. Maintenant, parlons un peu de cette géopolitique de la mer. On va s'appuyer d'abord sur l'Angleterre. Je rappelle qu'on ne peut pas parler des États-Unis sans parler du Royaume-Uni. Ça n'a pas de sens. Les États-Unis viennent du Royaume-Uni, bien sûr. Donc, l'Angleterre, voilà, on peut situer l'Angleterre par ici. Regardez là où il y a le petit voyant rouge, par là. Voilà, c'est un petit territoire. C'est un petit territoire. C'est une île qui ne paye pas de mine, mais qui a une pensée géopolitique. Qui a une vraie pensée géopolitique. C'est pour cela que ça doit nous interpeller. Quelle est notre pensée géopolitique? Ça ne veut pas dire qu'on va aller simplement casser la gueule aux autres comme les autres ont fait. Non. Avoir sa pensée géopolitique, ça veut dire que déjouer les autres. Quelle est la pensée fondamentale géopolitique de l'Angleterre? Mais d'abord, c'est une île. C'est une île. Donc on revient à la base de la géopolitique, la géographie et la politique. Qu'est-ce que je fais de ma situation? Donc l'Angleterre va donc mettre en place une géopolitique qui consiste à maîtriser ce qu'on appelle les points de passage stratégiques dans les océans. C'est-à-dire que, tranquillement, elle va donc installer des bases militaires pour contrôler les grands passages sur les océans. Ça, c'est la base stratégique de l'Angleterre par rapport à sa géopolitique. Et donc, du coup, au lieu de dépenser pour rien, l'Angleterre va faire donc ce choix stratégique de dire que même si je suis là, je suis un petit territoire, je vais donc mettre des bases de contrôle au détroit de Malacca. Ici, canal de Suez, détroit de Gibraltar, canal de Panama, etc., etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous passez par là, si vous pointez ces canons, vous payez l'impôt. Vous payez l'impôt. Et puis, puisque l'Angleterre est implantée là, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut faire quelques incursions donc, dans les territoires. Elle peut y aller. Elle peut aller, par exemple, coloniser facilement. Tous les territoires qui sont à ce niveau où se trouve le détroit de Malacca ont peur. Parce qu'il y a une base militaire importante là. Et donc, l'Angleterre a maîtrisé les échanges au niveau des océans. Mais elle ne fait pas ça qu'en dehors de l'Europe. Quelle est la crainte de l'Angleterre? Parce que c'est un pays européen en fait. C'est un pays occidental. La peur de l'Angleterre, c'est que les pays continentaux là, c'est-à-dire que la France, l'Allemagne, la Russie, etc., puissent l'empêcher d'avoir accès au marché européen. Puisque l'Angleterre est une île, n'a pas de frontières naturelles avec les autres. Et donc, l'Angleterre va tout faire, d'abord de maîtriser les océans, comme ça les autres qui sont là, qui vont chercher à sortir de leur nid en quelque sorte, vont passer par elle. Et l'Angleterre a été longtemps la première puissance maritime du monde. Elle compte encore parmi les puissances maritimes du monde aujourd'hui. Et l'Angleterre a peur qu'il y ait une entente des puissances continentales européennes qui vont l'isoler sur son île. Et elle deviendra quoi? Une dépendance des autres. Ça, c'est la pensée stratégique de l'Angleterre. Et elle a vraiment réussi cette pensée. Si vous voyez cette carte qui va suivre, vous voyez l'Angleterre ici, ce petit territoire. Vous voyez la carte du monde. Elle a développé un empire qu'on appelle le soleil ne se couche jamais. C'est-à-dire que même quand la couronne britannique dort, mais partout on travaille pour elle. Regardez, l'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce qu'ils avaient là le contrôle des mers.
Donc ils ont pu facilement rentrer pour assujettir les Indiens. Regardez, partout. C'est la première puissance coloniale du monde. Alors on est étonné, on dit aux Africains, mais il faut faire comme les Anglais, ils sont développés. Bah, ça veut dire qu'il faut aussi nous former pour être des colonisateurs. Parce que ça ne tombe pas du ciel. C'est un petit pays qui n'a pas grand-chose, l'Angleterre. Au niveau du potentiel naturel, il n'y a pas grand-chose. Mais quand vous êtes l'Angleterre et que vous pompez des dizaines de matières premières en ressources humaines, en ressources minières, etc., partout, mais c'est normal que vous vous développez. C'est normal. Et c'est en cela que la pensée même économique dans nos universités n'est pas complète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se développe. Mais il faut qu'on soit conscient, peut-être qu'on trouve d'autres stratégies. Mais si on vous dit oui, ils ont juste fait le libéralisme, ils ont laissé les marchés libres, la bourse, la place financière de Londres, comment on appelle ça déjà? Mais ça ne marche pas. C'est pas la City qui a construit l'Angleterre, c'est ça. C'est la colonisation. C'est la soumission des autres. Bah oui, ils ont une stratégie. D'accord? Ben, bâtissons la stratégie nous aussi. Vous voyez, ça c'est la base de l'Angleterre. Je reviens. Vous voyez, l'Angleterre contrôle tout ça. La première pensée de l'Angleterre, parce que l'un de ses joyaux, il faut savoir que toutes ces puissances coloniales ont des joyaux. La France avait son joyau qui s'appelle Haïti. Et quand Haïti a pris son indépendance, la France est fâchée. La France a imposé à Haïti de rembourser une dette pendant presque 100 ans. Parce que la France se sentait diminuée. L'Angleterre avait son joyau aussi, c'est l'Inde. Donc, quand l'Angleterre a conquis l'Inde, il fallait sécuriser tout ce qui sortait de l'Inde pour aller au Royaume-Uni. Une fois que ça arrive au Royaume-Uni, on vend en Europe. On peut vendre aussi par là, etc. C'est ça, la richesse. Donc, la géopolitique de la mer, symbolisée par l'Angleterre, sera aussi la géopolitique des États-Unis. Les États-Unis vont prendre leur indépendance, parce que là, vous voyez, là, les États-Unis étaient aussi dans leur couronne avant. Juste, c'est pour vous donner ce que ça représente, la puissance britannique. D'accord? Là, il y a déjà eu des indépendances partout, mais il y avait ça aussi. Les États-Unis, plus de 50 États. Quand on dit les États-Unis, il faut se représenter plus de 50 États dans la tête. C'est pas un État, plus de 50. Tout ça sous contrôle d'un petit pays qui s'appelle l'Angleterre, une île. Pas grand-chose, mais la stratégie. Et donc, quand vous voyez l'Angleterre aujourd'hui prendre position par rapport à la Russie, ça n'a rien à voir avec les Ukrainiens. Ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. C'est que c'est une puissance continentale, ici. Et l'Angleterre a toujours été comme ça. Elle doit toujours tout faire pour être avec une des puissances continentales de l'Europe, pour ne pas être isolée. Remarquez tous les grands mouvements en Occident, l'Angleterre a toujours un allié dans la partie continentale de l'Europe. Parce que c'est une pensée fondamentale. Il ne faut pas s'isoler. Aujourd'hui, avec le Brexit, ils ont dit, nous avons les États-Unis. Puisqu'ils ont accès directement aux États-Unis. Ça aide un peu. Mais de tout temps, l'Angleterre a toujours été dans cette position d'éviter qu'il y ait ici une coalition interne des puissances continentales contre l'Angleterre, parce qu'elle va se retrouver isolée, justement. Et c'est une pensée fondamentale. La géographie n'a pas changé, malgré le nucléaire, malgré la révolution numérique. Elle est là. Ensuite, donc je laisse les États-Unis, je passe aux géopolitiques continentales, ou de la forteresse. Là aussi, il y a deux classiques que vous avez. Le géographe Ratzel et puis le géopoliticien Hochfeld. Alors, on va prendre ici l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est un État du continent. L'Allemagne est un État presque enclavé. Elle n'a pas beaucoup de sorties vers les océans. Et donc, c'est une situation qui l'angoisse. Sa géographie. Sa géographie. Et donc, quelle est la pensée fondamentale de l'Allemagne? L'Allemagne, sa pensée fondamentale, c'est que l'Europe, ici, là, au milieu, ça s'appelle Hinterland, ça veut dire que le cœur du monde. Il faut maîtriser cet espace. Sans la Russie, sans l'Espagne, sans le Portugal, il faut aller le plus loin possible vers l'Europe centrale. C'est-à-dire qu'il faut prendre quasiment tout le monde germanique jusqu'aux confins de la Russie. Et puis,
il faut bloquer l'Angleterre. Par là. Il faut bloquer l'Angleterre. Parce que l'Allemagne a peur de la Russie et de l'Angleterre. Parce que l'Allemagne, c'est un pays continental. Il n'y a pas de sortie. Donc, si elle est coincée par la Russie et l'Angleterre et même la France quelque part, ça ne va pas pour elle. Donc, elle a besoin de cet espace-là. C'est pour cela qu'Hitler, il faut bien comprendre, Hitler n'a fait que réaliser la pensée stratégique, géopolitique des Allemands. Ça ne date pas d'Hitler. C'est leur géographie. Évidemment, il a des idées, on n'est pas en train de défendre Hitler ici, mais c'est d'abord fondamentalement, puisque vous le voyez bien, Hitler a signé les accords avec ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique pour éviter d'avoir et les Anglais et les Russes en même temps à combattre. Donc il avait signé les accords avec les Russes, en attendant, il faisait son marché par là. Et c'est lorsque les accords ont été arrêtés avec les Russes qu'il a eu du mal. Donc l'Angleterre a une vraie pensée géopolitique, c'est de contrôler ce qu'on appelle le cœur du monde. Là. Évidemment, là vous avez ce qu'on appelle Greenland, c'est-à-dire que les bords, les abords, donc les côtes, c'est aussi un enjeu géostratégique. Ça, c'est un enjeu géostratégique que les Américains ont développé aussi. Contrôler les bords, puisque c'est un pays aussi qui, on va dire en quelque part, c'est une île. Donc les États-Unis ont cette conception de la mer, il faut contrôler les bords. Alors donc, l'Angleterre va développer sa stratégie en voulant créer ce qu'on appelle le Mitteleuropa. Mitteleuropa, c'est donc cette conception d'occuper la partie centrale, mais le plus loin possible de l'Europe, écartant la Russie, écartant le Portugal, l'Espagne, et puis la Nîmes. Alors, ensuite, il faut rassembler le peuple germanique. Il faut détruire le bolchevisme soviétique. Et puis, il faut réduire les Slaves au rang de sous-ordre. Alors, je ne vous parle même pas des Noirs. D'accord? Donc ça, c'est la pensée de l'Allemagne. Je passe à la Russie, ce qu'on appelle l'eurasisme. L'eurasisme. La Russie a sa pensée géopolitique. La Russie ne se considère pas comme un État un peu d'Asie, un peu de l'Europe. Non, pour la Russie, c'est un continent à part entière. C'est-à-dire que toute la zone slave de l'Europe et toute la zone asiatique, on va dire la Sibérie, et la Russie au milieu, ça constitue en soi un continent. Mais on veut réduire la Russie à une partie de l'Europe ou à une partie de l'Asie. Donc la pensée fondamentale de la Russie, c'est de construire ce continent à part entière, une forteresse, ce qu'on appelle la géopolitique de la forteresse. Évidemment, face à l'Allemagne, face aux autres, etc., etc. Et donc, la Russie se considère aussi comme la troisième Rome, après la Rome chrétienne et la Rome de Constantinople. Basée sur l'orthodoxie, la Russie considère que la première Rome a été, comment on appelle ça, a connu son déclin à cause de la corruption. Et puis après, c'est passé dans l'Empire ottoman. Et maintenant, c'est le tour de la Russie, la troisième Rome. Donc, il y a une mission presque divine pour les Russes. Donc, l'avenir Poutine, il faut bien comprendre sur quoi il s'assoit sur le plan identitaire quand il raisonne. Donc, la Russie veut s'affirmer comme une puissance européenne et asiatique à travers la Sibérie. La puissance européenne, c'est en contrôlant tous les pays qui sont les pays slaves en quelque sorte. Et puis, la partie, disons, asiatique, en contrôlant aussi la Sibérie. Comme ça, la Russie est bien assise au milieu de tous ces continents. C'est une pensée géopolitique. Et donc, quand Poutine fait comment on appelle ça, développe sa stratégie aujourd'hui, les autres savent ce qu'ils veulent. Ils savent, les Russes, attention, on sait où ils vont. Bon, il y a l'atome qui est là, il y a aussi le missile. Donc, géopolitique de la défaite pour la France, mais ça nous concerne, puisque nous sommes sous influence française, sauf si ceux qui ne sont pas d'accord, mais nous sommes une sous-géopolitique de la France. Alors pourquoi la géopolitique de la défaite? Alors je vous ai mis ici deux classiques, Reclus et puis Laplace. Vous pouvez trouver leurs références également. Ce sont des personnes, des Français, qui ont développé de la pensée géopolitique. Il y en a d'autres aujourd'hui, ça peut aussi aider. Alors, je vous ai listé ici 7 défaites françaises. 7. En commençant de 1713 à 1715, le traité d'Utrecht, c'est en Hollande, a consacré la fin de l'hégémonie de Louis XIV. En 1763, la guerre de 7 ans a fait perdre à la France le Canada et les Indes. En 1815,
l'acte final du congrès de Vienne, fin des ambitions de Napoléon. 1870-1871, triomphe de la Prusse, perte de l'Alsace-Lorraine. 1918, victoire contre l'Allemagne. Oh, quelle victoire! On appelle ça la grande boucherie. J'espère que vous vous en souvenez, c'est la grande boucherie. Il ne faut pas gagner dans ces conditions. Les traumatismes de la Première Guerre mondiale sont terribles. Ensuite, 1940. Je rappelle que quand Hitler attaque dès juin 40, ben, l'armée française s'effondre. Théoriquement, s'il n'y avait pas d'aide, la France aurait été allemande d'aujourd'hui. Donc, l'armée française s'effondre dès 1940. N'a pas tenu 2 ans, 3 ans face à l'Allemagne. Et c'est son pire cauchemar, justement. Et à partir de 1954, la chute de Dien Bien Phu. Quelles sont les victoires françaises en dehors de l'Afrique noire durant toute cette période? Il n'y en a pas. Et donc, militairement, en Europe, dans les traditions géopolitiques, la France a une obsession. Comment vivre à côté d'un voisin si puissant qui s'appelle l'Allemagne, qui domine et géographiquement, et démographiquement, militairement, économiquement. Chaque fois que l'Allemagne avait tous ses moyens en sa possession, écrase la France. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, quelle est la pensée géopolitique française? C'est d'avoir toujours ce qu'on appelle des alliés de revers. Comme ça, quand l'Allemagne bouge, l'Allemagne sera prise dans les 2 fronts. La Russie d'un côté, l'Angleterre de l'autre. Quelle est la pensée géopolitique française? Mais comme je ne peux pas faire poids, il faut que j'ai ce qu'on appelle un espace vital autre. Ça s'appelle l'Afrique. Et donc, comme les Britanniques, voilà, regardez où se trouvent les possessions françaises. Contrairement aux Anglais, où sont les plus grandes possessions françaises qui lui permettent de survivre face à l'Allemagne? Parce que toute géopolitique est née d'une histoire. Cette géopolitique française est née de ces défaites successives. Il y a des géopolitiques du triomphe. Comme les États-Unis jusqu'ici ont fait la géopolitique du triomphe. Ils gagnent tout le temps. Mais il viendra un jour où les États-Unis vont aussi perdre. Peut-être qu'ils changeront leur géopolitique. Mais beaucoup ont connu des géopolitiques de la défaite. La France, beaucoup de défaites, vous avez vu là. Mais nous, qui subissons les affres, on a affaire à un géant qui domine, etc., etc. Mais qui domine dans quelles conditions? Chez elle d'abord. Et donc, quand vous voyez la France dire aujourd'hui, quand vous entendez la France dire « Oui, l'Europe c'est bien, mais nous voulons d'abord une défense à nous », tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Ils n'oublient pas. Et les Allemands n'oublient pas non plus. Les Allemands jouent ce jeu de profil bas parce qu'on leur a enlevé l'armée en 1945. Mais quand ils s'organisent un peu, ils dépassent tout le monde. Regardez bien l'Allemagne aujourd'hui, économiquement, et la France. Et si on avait laissé à l'Allemagne l'industrie militaire, alors là, imaginez. Donc, la France, nous sommes là. Vous voyez, j'ai mis le monde comme ça pour que vous voyez bien où se trouve la puissance française. Parce que, on va vous dire, oui, mais il y a des entreprises françaises qui font des milliards qui dépassent le budget de l'État congolais, gabonais, camerounais, etc. Oui, mais cette puissance n'est pas basée sur ces entreprises-là. Elle est basée sur des matières premières que la France n'a pas ailleurs. Si le nucléaire n'a pas l'uranium, il y a quoi dedans? S'il n'y a pas cet accès facile au pétrole à Pointe-Noire, il y a quoi dedans? Et parce que ce pétrole permet justement, ce pétrole c'est le caoutchouc d'hier pour l'industrie automobile. Toute la colonisation indo-chinoise, etc. partout. Nos parents là, comment on appelle ça? Il y avait aussi des sociétés concessionnaires. Comment on appelait ça déjà? On appelle les frères Tréchaux. Mais les frères Tréchaux c'était des concessionnaires français. On avait donné à ces gens-là des territoires entiers. Faites travailler les Congolais comme des bêtes de somme. Battez-les pourvu que vous ayez du caoutchouc. Ben, on a fait la même chose avec le cacao en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc il faut savoir quelle est sa place dans le monde. Donc, la puissance française est là. Là. C'est le cœur. C'est l'espace vital. Il y a quelques soubresauts en ce moment au Mali. Il y en a eu un peu dans les années 60. On avait lâché prise. Mais ça commence à repartir. Quand des jeunes Africains
dans les rues, contestent les positions de leur chef d'État. Oh, vous avez vu comme au Mali, le président Goïta n'a pas pu aller à la rencontre qui lui était demandée. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'a pas voulu. Il y a une opinion publique qui est contre. Il faut développer cette opinion publique partout sur le continent. C'est pas parce qu'il ne veut pas. Il serait bien parti au Ghana. Mais on l'a invité comme un enfant. Le président français fait sa campagne électorale. Il dit j'appelle le président ghanéen demain pour qu'il convoque les autres. Mais il n'est que candidat à la présidentielle. Constitutionnellement, il n'est que candidat à la présidentielle. Parce que ici, c'est son arrière-cour. C'est son arrière-cour. Et c'est même dommage parce que le Ghana, c'est dans la zone, pardon, c'est dans la zone d'influence anglaise. Oui. Bon, bref. Donc, vous voyez, ça, c'est cette géopolitique. Et je finis sur la France pour dire que il faut savoir qu'en juin 40, quand la France perd, quand son armée s'effondre, même les États-Unis, qui sont venus après la rescousse de la France, la Russie, en tout cas l'Union soviétique, existait déjà, puisqu'on avait déjà créé, depuis 1917, l'Union soviétique. Toutes ces puissances ont demandé à la France d'abandonner son empire, puisqu'elle n'existait plus. Elle n'a gardé son empire que par les jeux de manigance. Donc tout cet empire-là serait passé peut-être entre soit les Américains, soit les Russes, etc., etc. Bon, ils ont réussi à garder l'empire, donc la puissance française survit. Sans cette puissance-là, elle n'aurait pas survécu. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu à chaque fois que le président français dit on va quitter le Mali, ils n'ont qu'à nous le dire. Bon, on le leur a dit, mais ils ne veulent pas quand même partir. Bon, on va aller au Niger. Mais pourquoi vous allez au Niger? C'est compliqué. Mais il y a ça. C'est l'espace vital. Mais ils vont continuer à se mentir à eux-mêmes quand ils parlent parce que nous le leur permettons, nous, nos hommes politiques. Si les pays de la CEDEAO parlent comme le Mali, c'est fini, la France vient négocier demain. Ben, quand on appelle Ouattara, ben, il fait des... C'est ça. Quand on appelle un tel, on lui promet ceci. C'est comme ça que nous fonctionnons. Le cancer de la trahison. Ça, le cancer de la trahison. On gagne individuellement, mais collectivement, on est tous perdants. Regardez nos hôpitaux ici. Regardez les routes. Est-ce que c'est digne d'un pays qui a tant de ressources? Parce que quelques-uns gagnent individuellement. Et c'est partout comme ça. Nous pouvons collectivement gagner. Donc, ça c'est la puissance française. On va donc finir avec le dernier thème. Ça ne va pas être long. C'est sur le panafricanisme et les géopolitiques des coups d'État. Aujourd'hui, comme vous le savez, avec ce qui se passe au Mali, on entend même souvent dire que c'est le panafricanisme, c'est le panafricanisme, c'est le panafricanisme. Oui, bon. On peut convoquer le panafricanisme à toutes les sauces. Mais parce que le panafricanisme a quelque chose de fondamental en son sein, ça s'appelle la souveraineté. Donc quand il y a une expression assez précise ou assez pointue de la souveraineté, on peut faire référence au panafricanisme. Mais on a bien compris que le panafricanisme, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Alors donc, on peut définir le coup d'État rapidement. Un coup d'État, c'est quoi? Et un coup d'État, c'est une volonté, une pratique consciente, voulue par une partie de l'armée, ou toute l'armée, mais pas que maintenant. C'est ce qu'on a cru depuis une décennie. Mais il y a maintenant des coups d'État constitutionnels. Donc il faut que ça intègre aussi la définition du coup d'État. Ça ne sert à rien d'en vouloir à Assimi Goïta. Il y a beaucoup de putschistes à côté d'Assimi Goïta. Et même au-delà. Suivez mon regard. D'accord? Donc, les coups d'État sont partout. Donc, la définition du coup d'État doit être revue. On a des coups d'État aujourd'hui, des civils, dont une formation sociale, une catégorie de citoyens qui ne sont pas des militaires qui font des coups d'État et qui se maintiennent au pouvoir. Ça ne sert à rien de s'en prendre à Assimi Goïta et les autres, ils n'ont fait que ce que tout le monde fait. On verra tout de suite l'état des lieux des coups d'État et la similitude avec l'Afrique noire et l'Amérique du Sud. Regardons cette carte du monde des coups d'État. J'ai retrouvé cette... ça va donc de 1945 jusqu'à la fin des années 80. Là, on parle sur des coups d'État militaires. L'Afrique totalise en tout... Bon, il faut dire que l'Afrique, en 1945, n'était pas libre. Donc, il n'y a pas de coup d'État.
sauf dans les administrations coloniales. Bon, donc nous, c'est à partir de 60. Donc, depuis 60 jusqu'à la fin des années 80, il y a eu en tout 71 coups d'État réussis en Afrique noire. Mais il y a eu 118 tentatives. Donc, imaginez si tout avait réussi. C'est notre réalité. Et bon, on ne veut pas qu'on discute des coups d'État à Brazzaville. Mais on est dans un pays africain avec des coups d'État pour tout le tour. On doit discuter des coups d'État. Parce que c'est notre réalité. Vous voyez l'Europe, la même période, l'Europe avait combien? 11 coups d'État non réussis et puis 7 coups d'État réussis. Bon. Mais c'est parce que l'Europe a fait la guerre en 1945. Donc, c'est conjoncturel. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer après la Russie et l'Ukraine. L'Amérique latine, j'aime plutôt l'Amérique du Sud, pas latine. Parce que latine, c'est colonial. L'Amérique latine, pour la même période, a 100 coups d'État et 93 tentatives. Le Moyen-Orient, 34 et 59 tentatives. 34 réussies. L'Asie, 46 réussies, 48 tentatives. Donc, les coups d'État sont des réalités sociologiques. On va faire comme si ça n'existe pas. On devrait en débattre, on devrait en parler. Ça, c'est donc l'état du monde sur ce qu'on appelle les coups d'État. Je rappelle qu'à cette époque, on parle souvent de coups d'État militaires. Et je viens de rappeler aussi que de plus en plus, il faut changer cette définition. L'Afrique, pour la même période. Ce schéma nous montre que de 60, de l'indépendance, jusqu'à peu près 85, vers la fin du temps, il y a eu 71 coups d'État, 118 tentatives. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand on regarde, vous voyez, dans les bâtons que vous avez là, où il y a des pointillés, c'est des coups d'État qui ont réussi. D'accord? Après, ce sont des tentatives. Donc, la période où il y a eu le plus de coups d'État en Afrique, c'est entre 65, 66, 67 et à peu près 79, 80, là. Les pics. Alors, il faut juste se rappeler qu'à ce moment-là, on avait deux fois 10 coups d'État dans l'année. Donc, ce que les Goïta, les Ndumbuya, je ne sais pas quoi font, c'est rien du tout. C'était une épidémie de coups d'État. Là, 65, 67, il y avait au moins 10 coups d'État, si vous regardez les chiffres, au moins 10 coups d'État. Donc, c'est une réalité que nous connaissons, mais nous connaissons cette réalité pourquoi? Parce que nous avons des États qui ne sont pas des États stables, des États viables, puisqu'on peut s'emparer du contrôle de l'État par des individus. Donc, quand vous voyez leur pédigré personnel, leurs parents ne sont même pas des industriels, mais ils sont capables de prendre le contrôle de toute une armée et en faire ce qu'ils veulent. Parce que ces États sont des États néocoloniaux. Donc, voilà, dans les coups d'État, il y a quand même quelque chose de particulier. Là, vous avez Amilcar Cabral. C'est le chef de la révolution, du mouvement de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le PIGC. Et vous avez Eduardo Mondlane. Et vous avez Agostinho Neto. Bon, les deux là m'intéressent parce que, donc, Amilcar Cabral et Eduardo Mondlane, qui sont morts avant l'indépendance. Ils sont combattus jusqu'au bout. Il faut savoir qu'il y a eu un coup d'État en Europe. On a dit qu'il y a eu 7 coups d'État en Europe. Et un coup d'État en Europe, on appelle la révolution des œillets. C'est 74. Parce qu'il y avait une dictature, justement, au Portugal. La dictature salazariste, qui a duré près de 35 ans, à peu près comme ça. Et donc, cette dictature a été déposée par des officiers qui étaient venus combattre en Guinée-Bissau contre l'armée de Amilcar Cabral. Ils ont essuyé des défaites pas possibles. Mais surtout, ils ont compris que cette entreprise d'aller maintenir une situation coloniale n'était pas normale. Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient arrêtés par les hommes de Cabral, ils étaient rééduqués. On leur disait que vous êtes venus ici, pourquoi? Il se trouve que parmi eux, il y avait des officiers progressistes. Et ils ont fait des interviews, ils ont fait des témoignages, des mémoires sur leur passage en Guinée. Ils ont dit que c'est la dignité des combattants africains qui nous a fait prendre conscience qu'on n'était pas parti dans l'armée pour faire ça. Donc, cette lutte de libération de Amilcar Cabral
qui a permis de libérer des zones pendant une dizaine d'années, des zones entières, où le Portugal, en 400 ans de domination, n'a pas formé 10 enseignants. Cabral, en 10 ans, il a formé des dizaines de médecins, des dizaines d'agents hospitaliers, des dizaines de centaines, je veux dire, d'enseignants. Amilcar Cabral, évidemment, il a été tué avant même la proclamation de l'indépendance. Parce qu'en Guinée-Bissau, je rappelle que le parti de Cabral, c'est le PAIGC, qui intègre la Guinée et le Cap-Vert. Et là-bas, il y avait des problèmes entre les métis qui étaient issus de la domination, entre guillemets, de l'esclavage qui se faisait au Cap-Vert. Donc, des enfants issus de ces situations-là avaient une certaine éducation, formée, plus que les Guinéens de l'autre côté. Et donc, quand ils se retrouvaient ensemble, de façon presque automatique, les autres avaient le dessus, mieux formés, etc., etc. Et ça crée des tensions. Et le Portugal, notamment, son système de sécurité qu'on appelle les PIDS, ils ont donc profité de ces contradictions internes pour monter certains contre Amilcar Cabral. Il a été abattu à bout portant. Il faut juste imaginer ça. Alors Cabral a été, à la base, c'est d'abord un agronome. C'est pas un militaire à la base. C'est un agronome qui a étudié, qui pouvait faire sa carrière d'agronome et qui s'est adonné complètement à la lutte de libération. Le témoignage de tout le monde, ça a été un théoricien de la lutte de libération. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui donnait des armes pour des armes, c'est quelqu'un qui éduquait avec les armes. Et dans les zones libérées, il a libéré et les femmes et les hommes partaient au front. Les gens ont appris, les gens sont devenus des médecins dans les zones libérées de Cabral. C'est un exemple à féliciter. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on appelle des rébellions en Afrique, il faut comparer ça avec Cabral. Bon, donc, les similitudes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique noire. Bon, vous voyez que dans l'état global des lieux qu'on a fait des coups d'État, l'Amérique du Sud, en termes de nombre de coups d'État, se rapporte de l'Afrique noire. Mais c'est parce que nous ne faisons pas attention. Tout à l'heure, je viens d'indiquer que là où les Africains se sont déportés, en tout cas ont été déportés le plus, c'est en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aux États-Unis. Donc nous avons une présence là-bas très importante. Et je note aussi qu'il ne faut pas oublier aussi que Haïti, donc les Africains d'Haïti, ont aidé la Colombie à se libérer. Quand ils ont pris leur indépendance, ils ont fourni des hommes et en tout cas de la ressource humaine à quelqu'un qu'on appelle Simon Bolivar. Vous entendez souvent parler de Bolivar, le bolivarisme par Chavez. Et Simon Bolivar, c'est lui, celui qui voulait faire la grande Colombie, comme le panafricanisme en fait, de l'Amérique du Sud. Et donc, nous avons beaucoup de similitudes. Dans les années 60, quand nous avions notre indépendance, quand nous avons proclamé les indépendances nominales, j'insiste, souvent on disait que l'Afrique noire est balkanisée. On prenait l'image des Balkans, pays qui sont divisés. Mais Cheikh Anta Diop, encore lui, ça c'est un autre ouvrage qu'il a écrit donc en 60. Donc, après Nation d'agriculture, il a fait d'autres ouvrages. J'en profite pour que vous vous intéressiez à Cheikh Anta Diop. C'est très important. Il avait écrit, après qu'il ait fini sa deuxième thèse, parce que la thèse qui a été refusée, Cheikh Anta Diop a fait une autre thèse en 60. Donc il n'avait pas abandonné. Il a fait une autre thèse. Et pour l'histoire, il faut juste rappeler que Senghor a interdit à Diop d'enseigner durant toute sa présidence. Diop a commencé à enseigner à Dakar quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir. Donc un savant de cette nature a été mis de côté pour des raisons politiques. Et la francophonie ne voulant pas de Diop, donc il a été mis de côté. Et d'ailleurs, il est mort suite à un épuisement, parce qu'une fois qu'on lui avait on a permis à Diop d'enseigner, il faisait des conférences de 7 heures, sans compter les enseignements, parce qu'il fallait rattraper le temps perdu. C'est ça, Cheikh Anta Diop. Et donc, dans cet ouvrage, en 60, quand nous parlions de balkanisation, il dit non, 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 l'Afrique noire n'est pas balkanisée, c'est pas le bon exemple. L'Afrique noire est sud-américanisée. Parce que quand nous avons nos indépendances, l'Amérique du Sud avait eu ses indépendances depuis presque un siècle, sinon plus. Mais ils se battaient comme nous, là, aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'un siècle après avoir proclamé les indépendances, tous ces pays étaient sous le joug de l'impérialisme américain. Il y avait des coups d'État comme ici, où à partir d'une simple ambassade, on vous fait un coup d'État. Et Diop le dit de façon prophétique. Ce texte est de 60. Il dit l'Afrique noire serait non balkanisée car les régimes politiques des Balkans sont relativement stables, mais sud-américanisés. Elle verrait une prolifération de petits États dictatoriaux, suivez mon regard, sans lien organique, éphémère, affligés d'une faiblesse chronique, gouvernés par la terreur à l'aide d'une police hypertrophiée, suivez mon regard, mais sous la domination économique de l'étranger, suivez mon regard, qui tirerait les ficelles à partir d'une simple ambassade. 60. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ce que nous vivons, les Africains ont théorisé dessus et ils ont proposé contre cela le panafricanisme, les États-Unis d'Afrique, dès les années 60. Et Diop est à peine étudiant, il a fini ses études. Ce n'est pas un homme politique, bien qu'il ait été président de la jeunesse de la FEANF. Et il poursuit, dit, pour éviter un tel sort à l'Afrique noire, donc pour faire ce que nous sommes en train de proposer là aujourd'hui, 60 ans après, il faut l'idée de fédération, donc de l'unité, doit refléter chez nous tous, et chez les responsables politiques en particulier, un souci de survie. Parce que eux, ils étaient conscients de ce que je vous ai dit là, la géopolitique. Nos petites querelles, Moshi, Kouyou, ça ne pèse pas. Nous sommes interchangeables. Interchangeables. Parce que pour ces géopolitiques-là, vous ne comptez pas. Mitterrand a même dit, à propos du Rwanda, et dans ces pays-là, les morts ne comptent pas. Et donc, plus loin, il dit, donc pardon, je continue, au lieu de n'être qu'une expression démagogique, dilatoire, répétée sans conviction du bout des lèvres. Justement, quand nos chefs d'État vont à l'Union africaine, etc., nous sommes pour le panafricanisme, mais chez eux, ils sont des dictateurs, ils sont des tribalistes, etc. Mais c'est pas compatible. C'est pas possible. Donc, la situation des coups d'État, il n'y a pas de débat à avoir autour de ça, puisque c'est dans la nature de ces États. On va débattre de quoi? Des États qui sont des proto-nations. C'est ça le problème des coups d'État. Donc le panafricanisme s'est exprimé sur les coups d'État. Les États qui sont affaiblis comme ça, gouvernés par la terreur, la police hypertrophiée, etc. Et ça finit par quoi? Et par des coups d'État. Je finis par conclure en disant, tout à l'heure je vous ai montré 3 figures. Henry Sylvester Williams, Marcus Garvey, ensuite Du Bois. Du Bois est le lien avec ces 3 autres figures. Faites un saut. Tout à l'heure on a parlé de 1900. Là, nous sommes, on va dire, allez, Kouyaté est mort en 42, je vous en parle. Mais en 45 jusqu'aux années 50, c'est Dubois qui fait donc le lien, qui passe le flambeau. C'est lui qui est donc, ça c'est Padmore, Georges Padmore, qui est le mentor de Georges Padmore. Et Georges Padmore est le mentor de Kwame Nkrumah. Donc, ceux qui veulent nous arrêter de parler, ceux qui veulent nous emprisonner, ils n'ont qu'à le faire, le témoin va passer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le témoin passera jusqu'à ce que nous aurons notre totale souveraineté. Parce que eux, ils ont combattu dans des conditions encore plus compliquées que nous aujourd'hui. Garand Kouyaté, on ne sait pas qui il est. Qui c'est? Garand Kouyaté, c'est un Africain d'Afrique de l'Ouest qui était en France pendant la guerre de Hitler. Avec Georges Padmore, quand les Russes, parce que souvent on parle de la Chine, ça aussi c'est l'histoire, il faut rappeler que ce sont les Russes qui ont soutenu, financé, accompagné, armé les Chinois pour leur indépendance. Ils les ont formés, financés. À la même époque, Padmore et Kouyaté étaient aussi en URSS. Ils géraient là-bas ce qu'on appelle le bureau nègre. Ils s'attendaient à ce que les Russes leur donnent aussi des moyens pour venir libérer l'Afrique. Vous voyez bien l'Union soviétique de l'époque, des années 30, des années 20, ou des années 30, pardon, des années 30, qui a aidé la Chine. On n'avait pas les bases militaires aujourd'hui.
C'était des petites, comment on appelle ça, des petites unités miliciens coloniales, des miliciens coloniaux. Mais on aurait pu facilement venir à bout si les Russes nous avaient aidés. Mais eux, c'est ce à quoi ils croyaient, eux. Ils ont été en URSS. Et Padmore en particulier avait atteint un tel niveau que Staline a envoyé pour aller régler un conflit entre l'Ilissa et Mao Tse-tung. Vous voyez, à ce niveau où étaient les panafricanistes. Au niveau doctrinaire, au niveau de l'engagement, au niveau de la connaissance, de l'intelligence. Mais qui n'était pas d'un pays, il venait des îles, lui. Kouyaté, avec lui, ils ont géré, avec un Sénégalais aussi, j'oublie son nom, ils ont géré ce bureau nègre. Quand ils ont compris que les Russes n'allaient pas les aider, ils sont partis. Parce que les Russes, justement, ne nous ont pas aidés à ce moment-là. Ils ont aidé après les autres mouvements de libération, après les années 60. Mais au moment où on était encore dans les années 30, 40, les Russes auraient pu nous aider, comme ils ont fait avec les Chinois. Quand ils ont vu que les Russes n'allaient pas le faire, ils sont partis. Et Padmore a écrit un livre que les marxistes congolais auraient dû lire, paru en 1955. Le panafricanisme ou communisme, qui décrivait l'URSS de l'intérieur. De l'intérieur. Qui expliquait que l'URSS n'allait pas nous aider et que le panafricanisme n'est pas le socialisme russe, notamment stalinien. Pas Lénine, je parle de Staline. Et Garang Kouyaté, quand ils ont quitté, lui, comme il venait des îles anglaises, il est reparti en Angleterre. Garang Kouyaté, venant de l'espace francophone, il est reparti en France, à Paris. Et militant dans l'âme, il organisait donc, comment on appelle ça, le sauvetage des Juifs qui fuyaient la razzia des nazis. Et Garang Kouyaté a été fusillé pour l'exemple par les nazis. Garang Kouyaté. Et donc, j'ai mis ces trois figures pour dire que quand nous jugeons Kwame Nkrumah avec ses erreurs, parce que des fois on n'a pas toute la densité de l'homme. Ce que Kwame Nkrumah a fait au Ghana, parce que lui, il était étudiant aux États-Unis. Et quand il voulait rentrer au Ghana, il est passé par l'Angleterre. Et il a rencontré les Padmore. Padmore l'a initié. Et Padmore est mort en 1959 comme conseiller spécial de Kwame Nkrumah, quand il a pris le pouvoir au Ghana. Et Dubois, tout à l'heure, aussi est mort ghanéen, comme conseiller de Kwame Nkrumah. Nkrumah a fait beaucoup d'erreurs, mais il y a très peu de chefs d'État qui aimaient l'Afrique comme Kwame Nkrumah. Très peu. Très peu. Il était au Ghana quand Lumumba était il était en proie aux forces belgo-américaines. Il a envoyé des troupes qui ont été détournées d'ailleurs par l'ONU pour ne pas les donner à Patrice Lumumba. Combien de combats? Je peux citer comme ça. Alors donc, pour finir, pour dire que cette géopolitique que nous venons de voir, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas pour laquelle, le panafricanisme existe. Parce que le panafricanisme existe d'abord parce que nous avons considéré qu'il y a une coalition qui veut nous assujettir, qui veut nous dominer, continuer à nous dominer. Et donc il faut opposer une stratégie, d'où les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique comme objectif stratégique des panafricanistes, c'est dire que si 50 États qui permettent à ces puissances qui se baladent là contre nous d'avoir de l'uranium, nourrir leur industrie militaire, nourrir leur industrie automobile, nourrir par des matières rares leur industrie aéronautique, etc. Si nous disons, vous n'avez plus 50 comptoirs, vous n'avez plus un chef d'État qui veut pour ses besoins personnels, vous avez un seul ministère des Affaires étrangères. C'est les États-Unis, ça change tout. Mais tout ce que nous leur donnons pour leur industrie militaire, pourquoi nous ne le ferons pas pour nous? On peut le faire ici. Donc c'est ça l'objectif stratégique. Donc nous, Ligue panafricaine Moja, en tant que parti politique, quand nous militons ici pour les bonnes élections, pour l'eau potable pour tous, pour la santé, pour le quotidien, pour les besoins immédiats, nous militons aussi
pour cet objectif stratégique. Et tout est compliqué à expliquer aux gens qui ont besoin de l'eau, qu'il faut que le courant marche aujourd'hui, de leur expliquer tout ça. Mais ils sont victimes de ça. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme situation, c'est la conséquence de toutes ces géopolitiques. C'est pourquoi il nous faut de la pédagogie pour arriver à faire le lien entre nos problèmes du quotidien de chaque jour, et qui sont réels, nous sommes des êtres humains. Il faut vivre, manger, dormir, se laver, se vêtir, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, nous faisons des enfants. Mais ces enfants-là connaîtront dans 50 ans ce que nous vivons aujourd'hui si nous nous engageons pas dans le panafricanisme, justement. Donc, pour la conclusion, on finit pour dire que si la reconquête de la dignité de l'Afrique passe par l'indépendance, la souveraineté, tout ce que vous voulez, le vrai et seul partenaire de l'Afrique est d'abord l'Afrique. Une Afrique unie et réconciliée aura des partenaires sincères et respectueux. Je vous en prie.